Bienvenue, bienvenue à tous. Il est 17h30 heure française. Nous sommes ravis que l'organisation de ce webinaire ait retenu votre attention. Alors, si vous êtes devant votre écran, c'est que notre thématique vous a interpellé et vous êtes en effet persuadé que, comme nous, vos collaborateurs en télétravail ont besoin de vous. Bien sûr, notre souhait aujourd'hui, c'est de prendre soin d'eux et maintenant. Connaissez-vous ce proverbe chinois qui dit « Le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans, le second, c'est maintenant ». Je suis Virginie Perrault et je remercie Philippe Gombaud de m'avoir proposé de l'accompagner à présenter ce webinaire qui lui tient particulièrement à cœur. Alors, Internet a cette magie de permettre de fédérer et de rassembler des centaines de personnes de tout pays. Et c'est le pari que Philippe s'est lancé en programmant cet événement en ligne. Bravo et merci Philippe de cette initiative, puisque plus de 300 personnes se sont inscrites. Alors Philippe, justement, il va nous rejoindre dans quelques instants. J'aimerais pouvoir vous le présenter. Voilà nos intervenants. Derrière Inermetrix France-Afrique se trouve un homme, expert depuis 25 ans en dynamique des comportements et motivation, cartographe de l'aléa en matière de ressources humaines. Il est conférencier professionnel labellisé à l'AFCP et master certificateur Inermetrix, zone France et Afrique francophone. Bonjour Philippe Gombaud. Alors Philippe, bonjour Virginie, voilà, bonjour, content de vous retrouver vraiment à tous les deux et merci beaucoup pour cette introduction. C'est un vrai plaisir d'accueillir au moins 300 personnes en espérant que tout le monde pourra, malgré les difficultés du télétravail et du confinement, eh bien, être présent avec nous dans les délais. En tous les cas, merci beaucoup et bienvenue. À nos côtés également, vous le voyez apparaître à l'écran, Mahmoud Cherkaoui, tu es consultant certifié Inermetrix, également responsable du développement Grand Maghreb et expert métier en développement RH. Et d'ailleurs, c'est à ce titre que tu es l'homme de la situation pour m'accompagner aujourd'hui et être à l'écoute des questions des internautes. Bonjour Mahmoud. Bonjour Virginie, bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. Bonjour, je ferai de mon mieux effectivement pour essayer de récolter l'ensemble des interrogations de nos internautes et de les partager avec vous au fur et à mesure que tu me le demanderas. Merci beaucoup, messieurs. Alors, merci à nos experts, mais surtout et bien à vous également. Alors, pour certains, on est en fin d'après-midi. Hein. Je sais que, donc, pour ma part, je suis en région Rhône-Alpes-Auvergne. Je sais que vous êtes plusieurs également de cette région. Nous avons des personnes de l'Île-de-France, de la Normandie. Pour d'autres, eh bien, c'est plutôt le midi et l'après-midi, puisque vous êtes également au Maroc, en Tunisie, au Mali, au Sénégal, au Cameroun, et puis même pour aller encore plus loin à ceux qui sont avec nous et dont c'est le matin, eh bien nous avons aussi les États-Unis et le Mexique, et également la Guyane française. Voilà, donc vous voyez, vous êtes très très nombreux derrière votre écran, et nous sommes vraiment ravis de vous accueillir et de passer ce moment avec vous. Alors, ça me permet d'ailleurs de souligner toute la force de mobilisation du réseau Inermetrix et quelle joie de voir effectivement cette possibilité de tous être rassemblés. Et d'où que vous soyez, peut-être vous êtes-vous demandé ce que ce webinaire va bien pouvoir vous apporter. Eh bien, d'ores et déjà, je peux vous annoncer qu'il va vous permettre plusieurs choses. La première, c'est d'identifier l'urgent et l'important pour vos collaborateurs. C'est également de pouvoir prendre le pouls de vos équipes, collectivement et individuellement, rapidement et facilement. C'est aussi de favoriser le diagnostic des besoins vitaux en situation de télétravail ou de confinement. Et enfin, de voir demain, aujourd'hui. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais vous poser une première question. Nous allons essayer d'interagir un petit peu. Cette première question concerne notre sujet puisqu'il s'agit du télétravail et il est intéressant pour nous de savoir combien parmi vous sont directement concernés. Alors, vous allez dans quelques instants voir apparaître à l'écran une fenêtre avec cette question pour laquelle vous allez simplement répondre par oui ou par non. Êtes-vous actuellement en télétravail ? Je pense que vous allez avoir notre sondage qui va apparaître. Voilà. Donc, merci de bien vouloir répondre à cette question.
êtes-vous actuellement en télétravail? Alors que vous soyez indépendant, dirigeant, consultant, avec ou sans collaborateur, petite, moyenne, grande entreprise, nous sommes évidemment très nombreux à avoir en cette période notamment recours à cette méthode et nous allons pouvoir dans quelques secondes maintenant, voilà, vous avez dû pouvoir tous répondre, donc nous allons couper ce sondage de manière à avoir votre retour. Voilà, et savoir, effectivement, vous voyez à plus de 88%, vous êtes en télétravail actuellement, d'où la pertinence de notre sujet. Merci beaucoup pour cet affichage. Alors, comment va se dérouler l'heure et demie qui arrive? La présentation à laquelle vous allez assister se compose en 3 parties. Nous ponctuerons l'intervention de Philippe Gombaud par des questions que nous allons co-animer, vous l'avez compris, avec Mahmoud. Nous vous invitons bien sûr à participer tout au long de la présentation par écrit via le chat. Vous avez possibilité de faire des observations, éventuellement des commentaires ou poser des questions. Pour une meilleure concentration et puis surtout vous permettre d'avoir le plus d'attention possible, nous avons fait le choix de ne pas rendre visible l'intégralité du chat et de privilégier surtout l'interaction de vous à nous. Mahmoud et moi, nous allons très soigneusement prendre des notes tout au fur et à mesure de l'intervention de Philippe, de manière à pouvoir à chaque instant reprendre ces questions. Et puis, je remercie aussi Marion qui est là pour nous assister puisque vous êtes plusieurs centaines derrière l'écran et que nous ne voudrions pas passer à côté de certaines questions. Donc, si jamais vous voyez que nous manquons, ça pourrait arriver à l'une de vos questions, eh bien, n'hésitez pas à la reformuler à nouveau dans les temps qui seront dédiés à ces échanges. Et puis, il est possible également, si certaines questions sont peut-être récurrentes, que nous les synthétisions pour pouvoir n'en faire qu'une si on peut. Alors Philippe, je ne voudrais pas que nos invités s'impatientent trop. On va peut-être enlever l'affichage. Merci beaucoup. Et il va être temps pour moi de te laisser la parole. Alors Philippe, peux-tu nous dire comment les dirigeants pourraient-ils encore mieux prendre soin de leurs collaborateurs dans cette situation actuelle ? Merci Virginie, merci beaucoup. Effectivement, c'est la question parce que ce qui lie un dirigeant à ses collaborateurs avant toute chose, c'est l'humain. C'est la partie humaine. Qu'on le veuille ou non, beaucoup d'entreprises, par exemple, vont tout le temps découvrir en situation de crise que, par exemple, on ne travaille pas pour une entreprise en particulier, on travaille surtout et d'abord pour son manager. Autrement dit, ce lien-là, quelque part, plus il est fusionnel, meilleur est le climat social, meilleur est la capacité des collaborateurs à adhérer à tous les projets de l'entreprise. Alors actuellement, évidemment, permets-moi, avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet, permets-moi de rappeler malheureusement que le monde n'a jamais connu, jamais une telle situation. Je parle mondialement, bien sûr, et ça a existé avec la grippe espagnole, ça a existé avec d'autres, mais jamais autant. Alors, dans ce contexte-là, je ne veux pas rajouter à la gravité des choses, c'est pas du tout mon but, hein, pas du tout, mais d'autant plus que j'ai constaté, et vous aussi certainement, vous tous, que les gens ne vivent pas le confinement ou le télétravail ou le drame de la même façon. Et d'ailleurs, on en profite, tout le réseau Inermetrix et toute l'équipe qui a organisé ce webinaire en profite pour s'associer à la douleur de ceux qui ont perdu des êtres chers, premièrement. On s'associe à eux dans leur dure épreuve. À l'inquiétude de ceux qui ont des problèmes de santé dans leur famille et qui doivent les gérer. Et nous savons que parmi vous, il y en a aussi. Nous sommes de tout cœur avec vous. Et je voudrais aussi remercier au nom du réseau Inermetrix International tous ceux qui luttent contre l'invisible pour que demain, nous puissions un peu mieux profiter encore de ce qui est visible et qu'on y accorde toujours plus d'importance. Voilà. Et parmi les choses invisibles, il y a le fonctionnement de l'être humain. On a des manifestations comportementales, on a des manifestations mentales, des attitudes mentales. Évidemment, on a un système de valeurs, mais voilà, un système de valeurs, ce n'est pas visible, et les appétences mentales non plus ne sont pas visibles. Donc,
lorsque je remercie ceux qui s'occupent du visible, pour ce qui est de notre sujet ce soir, je remercie aussi tous ceux qui ont travaillé depuis 1920, et on en parlera très rapidement tout à l'heure, mais des psychologues qui ont travaillé pour qu'aujourd'hui, on puisse mettre tout ça sous forme d'algorithme. Je ne voudrais pas non plus oublier tous ceux qui travaillent et qui continuent de travailler pour que nous tous, nous puissions continuer d'être réunis ce soir, avoir de l'eau, avoir de la nourriture et pouvoir ainsi continuer à survivre. Et ce que nous voulons ce soir, c'est voir comment nous allons pouvoir mieux vivre, comment trouver le minimum vital et mieux, et beaucoup mieux, voilà, au sein de l'entreprise avec nos collaborateurs en situation de télétravail et ou de confinement. Alors, si tu veux, maintenant, Virginie, j'aimerais bien partager mon PowerPoint. Alors, je vais revenir au partage d'écran. Voilà, je vais demander le partage d'écran. Et je voudrais rapidement rebrosser le tableau de Brundtland, qui en 1987 disait que la durabilité, c'est voilà, l'intersection du sociétal, de l'économie, mais aussi de l'environnement, et que ce faisant, on arrive à avoir de l'équité, du viable et du vivable. Voilà. Ce schéma très simple aujourd'hui, qui doit provoquer la durabilité, la pérennité, eh bien, ce schéma très simple est absolument mis à mal. Voilà. Il n'est plus abreuvé de quoi que ce soit parce que tout est craquelé, toute notre vie est craquelée. Alors maintenant, comment rechercher l'environnement optimal quand notre vie est craquelée? Je rappelle que, ce n'est pas moi qui le dis, les neuroscientifiques d'ailleurs ne me donnent pas tous les mêmes chiffres, mais nous avons un minimum de 100 milliards de neurones, Virginie, un minimum de 100 milliards de neurones dans le cerveau au 6e ou 7e mois de grossesse lorsque nous sommes dans le ventre de notre mère. D'accord? Et chaque neurone peut se multiplier avec 15 000 synapses. Voilà le haut potentiel de bébé. C'est le maximum de son potentiel. Mais en fait, dès le ventre de maman, très rapidement, bébé va se mettre à avoir des choix un peu émotionnels. J'aime, j'aime pas. Voilà, il peut entendre une musique, il peut l'aimer, ne pas l'aimer, ça dépendra des circonstances. Et puis, petit à petit, il va se forger, comme cela, il va se forger un parcours de vie. Et à l'âge de 15 ans, Virginie, à l'âge de 15 ans, nous avons perdu la moitié de ce potentiel. C'est-à-dire que l'être humain ne se construit pas a priori pour aller vers le mieux, mais au contraire, il ferme ses connexions. Il ne les perd pas, mais elles sont fermées comme des robinets, parfois oxydés, parfois faciles à réouvrir. Voilà. Mais ce haut potentiel n'a qu'une quête, c'est la recherche de l'environnement optimal. Alors, quand je parle de cela, je voudrais insister sur le fait que ton collaborateur, tes collaborateurs, ta collaboratrice, ton manager, ton directeur de service, il est comme toi, il est unique. Nous sommes tous uniques. Notre parcours de vie va faire qu'à un moment donné, nous allons adopter de façon unique des préférences vitales pour nous. Et tout le reste fera partie de l'adapté, pas de notre naturel. Alors, si notre collaborateur est unique, on comprend bien qu'il est au cœur de l'enjeu d'aujourd'hui et de demain. L'enjeu, ce n'est pas seulement l'entreprise. L'enjeu, c'est l'être humain. C'est toi, c'est moi, c'est vous, ce sont nos collaborateurs. Et il va falloir effectivement considérer cette unicité en se disant que si on pouvait la valoriser, et plus vite nous la valorisons, et plus facilement nous arriverons à la valoriser, eh bien, plus vite nous allons partager l'effort. C'est-à-dire que dans le train de la vie, il y a généralement une locomotive et puis des wagons. Mais si, à l'intérieur de cette traînée de wagons, de cette file de wagons, si on pouvait avoir pratiquement que des locomotives, l'énergie serait partagée. On en consommerait beaucoup moins.
Alors, moi, je suis heureux parce qu'avec Enermetrix, les travaux capitalisés de Jung, de Carl Jung, depuis 1920 sur le comportement humain, les travaux de Marston, les travaux… Marston, c'était quand même l'inventeur du détecteur de mensonges. Hein. Il a travaillé avec Jung, d'ailleurs, et tous les deux avaient tendance à ne pas être tout le temps d'accord avec Freud, mais ils ont été à un moment donné contemporains. Et puis ensuite, il y a eu Springer qui a travaillé sur le système de valeurs, et puis nous bénéficions avec Enermetrix des travaux de l'axiologie dont le fondateur est Robert S. Hartman. Et depuis donc Robert S. Hartman, nous sommes capables d'évaluer, de comprendre quelles sont les préférences mentales d'un être humain en termes de prise de décision. Donc, nous parlons de management, là. Mais pas seulement management des autres, aussi management de soi. Et bien sûr, je ne veux pas oublier Jane Iblick, qui en 2002 a créé Enermetrix et qui a fait tout ce qu'il fallait pour que tous ces travaux dont je viens de parler puissent être mis sous forme d'algorithme et qu'on puisse avoir aujourd'hui l'outil numéro 1 aux États-Unis et qui n'était pas très, très connu en Europe francophone, parce que tout simplement, c'était une question de traduction de langue. Voilà. Alors, maintenant, je voudrais continuer en parlant de l'adéquation vitale. Et quand vous voyez ces trois cercles, je les ai modifiés avec la circonstance actuelle, Virginie. Je les ai modifiés parce qu'avant, je n'en avais que deux. Il y avait le collaborateur, puis son poste, sa mission. Et à partir de là, eh bien, nous pouvions prendre en considération que plus les deux cercles matchaient, et mieux c'était pour l'entreprise, et mieux c'était pour le collaborateur ou la collaboratrice. Aujourd'hui, il y a un troisième cercle, c'est le télétravail et le confinement. Quelle est l'adéquation entre le collaborateur, son poste, sa mission presque nouvelle, je dirais, avec des paramètres nouveaux, et cet environnement de télétravail et ou de confinement avec une société organisée qui est complètement chamboulée et qui n'a plus de certitude, qui n'a plus de garantie aujourd'hui et qui veut relever la tête, voilà, pour pouvoir simplement trouver avec optimisme comment construire demain. N'oublions pas qu'à chaque fois que l'adéquation est trop petite, eh bien, le collaborateur souffre et l'entreprise souffre. On crée du stress et de la frustration. Donc notre idée, avec le réseau Enermetrix, depuis France-Afrique notamment, et j'en profite pour saluer Olivier Rodney, hein, qui est certainement au Mexique et qui nous entend, eh bien, voilà, le réseau Enermetrix a décidé pendant 18 jours de travailler d'arrache-pied pour arriver à comprendre comment on pourrait favoriser cette adéquation. En fait, l'être humain fonctionne de la façon suivante, et comme je l'ai écrit aujourd'hui plus qu'hier, nous aurons besoin de motivation. C'est-à-dire, je lis à la motivation tout ce qui concerne, tout ce qui est relié au système de valeurs de l'être humain. C'est-à-dire que quand un être humain a élaboré son système de valeurs, on va dire, pardonnez-moi tous, mais c'est une caricature, mais on va dire entre 15 et 25 ans. Pour certains, c'est peut-être plus tard, hein, mais ce sera une minorité. Mais entre 15 et 25 ans, système de valeurs élaboré. Quand vous avez un enfant qui a 14 ans vous dit « moi, je sais ce que je veux faire plus tard », eh ben, je vous garantis que son système de valeurs est élaboré. Surtout s'il construit pour y arriver. Voilà. Donc la motivation, nous en avons besoin, nos collaborateurs en ont besoin, et quand ils la perdent, Virginie, quand ils perdent leur motivation, eh bien, c'est plus la peine de leur demander de s'adapter à des comportements, d'adhérer à une charte de valeurs. Non, non, quand la motivation est perdue, c'est mort. Il faut vite la retrouver, sinon la voiture n'a plus de moteur. Elle n'avance plus, quelle que soit sa carrosserie. D'accord ? Donc c'est important de croiser aussi la motivation avec la carrosserie de la voiture maintenant, c'est-à-dire avec les comportements. Je veux dire par là qu'une fois que je suis motivé, que j'ai retrouvé ma motivation, en admettant que je doive tirer sur l'élastique pour m'adapter à une situation complexe, je risque de le faire en situation ou en stratégie de réussite, plus qu'en stratégie de survie. Parce que la stratégie de survie, c'est aussi de la démotivation. Donc, il faut que je retrouve d'abord la motivation et qu'ensuite, je la transforme en stratégie de réussite. Et là, il y a mes comportements naturels. Ben, ceux-là,
ressortent dans deux domaines, les situations de crise, ou alors ils ressortent aussi lorsque je suis plutôt détendu, plutôt bien dans ma peau. Ça s'appelle le management authentique. Management de soi, soit, mais authentique. Voilà. Et plus on favorise le management authentique, meilleurs sont les résultats parce que la productivité s'accroît sans forcer. Donc, le comportement naturel et l'adapté, eh bien, sont deux comportements complémentaires qu'il faut gérer, si possible, en stratégie de réussite. Je vais croiser avec ça, dans le fonctionnement de l'être humain, ses aptitudes mentales. Tout à l'heure, je vous parlais d'axiologie. Lineametrix va jusqu'à évaluer 78 aptitudes mentales chez l'être humain, et ce sont ces aptitudes qui permettent de générer, bien entendu, des compétences transversales. L'être humain n'est pas toujours en harmonie, hein. Nos collaborateurs ni nous ne sommes pas toujours en harmonie entre nos motivations, nos comportements et nos aptitudes. Et pour autant, nous ne sommes pas schizophrènes, parce qu'il y a des domaines d'application différents. Je répète, la motivation, par exemple, le domaine d'application de la motivation, c'est plutôt la mission et la finalité du poste. Ça s'associe à cela. Le domaine d'application du comportemental, c'est relié aux tâches et aux activités quotidiennes de nos collaborateurs. Et les aptitudes mentales sont reliées, mais alors directement, à la façon dont nous préférons prendre nos décisions, au jour le jour. Nos décisions par rapport au monde extérieur et nos décisions par rapport à nous-mêmes. Et enfin, évidemment, une fois qu'on connaît l'être humain de cette façon, on arrive à se connaître soi-même, on a donc le droit, c'est honnête, de commencer à partager avec autrui pour essayer de le connaître aussi. On va se mettre en synergie. Synergie par rapport, évidemment, par rapport à l'autre, mais aussi par la prise en compte des situations. Ça s'appelle tout simplement la flexibilité. Nous allons faire un travail d'intraflexibilité, puis assez rapidement un travail d'interflexibilité pour optimiser la situation quelle qu'elle soit. Et au cœur de ces croisements, si nous avons respecté la flexibilité, au cœur de ce croisement, nous avons ce qu'on appelle la molécule de talent de l'être humain. Elle est là, la molécule de talent de l'être humain, et il ne faut pas la perdre de vue parce que c'est elle, Virginie, qui est à la recherche de son environnement optimal, sans cesse. Alors la question ce soir, c'est comment pourrions-nous vérifier l'adéquation entre nos chers collaborateurs et l'environnement qui leur est proposé. L'environnement global, familial, structurel, immobilier, mobilier, quelles sont leurs possibilités. Et puis psychologiquement, où en sont-ils? Est-ce facile pour eux ou est-ce plus difficile? Et comment le vérifier, mais surtout comment le mesurer? Donc ce soir, nous avons décidé d'apporter notre contribution aux entreprises qui le souhaiteront jusqu'au 1er juin. Nous allons pouvoir les accompagner pour, en tous les cas, faire cet état des lieux. Voilà. Je voudrais parler de l'atout vital humain, et là je cite mon confrère Philippe Mounier dans son deuxième livre, c'est une expression qui vient de lui, de l'atout vital humain. Il a même expliqué, et j'ai adhéré à 200% quand nous nous sommes rencontrés à Lyon. On a aussi nos amis de Rhône-Alpes-Auvergne qui sont là. Et donc, j'ai eu l'occasion de discuter avec lui, et il m'a expliqué comment il avait souhaité transformer l'expression capital humain en atout vital humain. Voilà, en atout vital humain. Et évidemment, ça ne parle pas de la même façon. Ça ne parle pas de la même façon. Je rappelle pour ma part que en certification, je dis toujours aux apprenants que j'ai avec moi il faut se rappeler quand même que ce ne sont pas les entreprises qui font les hommes, mais ce sont plutôt les hommes qui font les entreprises. Alors, les questions qu'il faudrait se poser, les voici. Je vous laisse un petit peu, chers auditeurs et participants, je vous laisse un petit peu les découvrir pour voir celles qui vous parleraient le plus. Et évidemment, il y a des mots-clés qui nous parlent. L'isolement, l'utilité, l'efficacité,
avoir, tenez, j'étais en visio l'autre jour avec un grand groupe en France et le responsable de projet me disait, il venait d'arriver d'un sondage auprès de ses collaborateurs en entretien visio et le constat c'était que beaucoup de collaboratrices et de collaborateurs ne se sentaient pas assez utiles, avaient l'impression de ne pas en faire assez. Et effectivement, ils se culpabilisaient. Ils se culpabilisaient. Alors comment? La responsabilité d'un dirigeant, c'est de transformer la culpabilité en responsabilité. C'est sa propre responsabilité. Arriver à transformer la culpabilité en responsabilité. Et pour ça, il faut prendre la mesure des choses et voir quels sont les moyens, les possibilités, les difficultés rencontrées, les interactions. Et puis, il faut mettre en place un plan d'action. Il faut mettre en place un plan d'action. Voilà, je m'arrête un petit peu. Peut-être que vous avez des questions à poser sur cette première partie. Donc, on vient de dérouler un petit peu. Virginie, j'arrête mon écran et je vous repasse la main avec un grand plaisir. Je te repasse la main. Mais oui, alors on va à Mahmoud et toi. On va effectivement rester ensemble, être tous les trois. Sur ce point-là, peut-être le temps à nos invités de poser les questions sur le chat. Alors, je reviens juste, il y a eu 2-3 petites choses. Alors, bien sûr, la première, c'est qu'on sent des personnes ravies de vous retrouver, qui sont contents de retrouver Mahmoud et toi, Philippe, avec des bonjours de Tunisie et de Cassis également. Une question a été posée sur le fait qu'il y ait une retransmission sur Facebook. Philippe, tu me confirmes que non, puisque nous sommes sur Zoom aujourd'hui? Oui, alors peut-être que certains pays ont décidé de retransmettre, hein, je n'ai pas vérifié, mais en tous les cas, c'est possible que des régions ou des partenaires, des réseaux partenaires aient décidé de retransmettre. En tous les cas, nous ne le faisons pas directement, oui. Alors, y a-t-il un enregistrement aussi de prévu peut-être pour un replay potentiellement? C'est ça, exactement. Tout le webinaire est enregistré et il y aura une possibilité de replay. Très bien. Mahmoud, tu voulais peut-être demander quelque chose? Je vais plutôt juste confirmer qu'a priori en Tunisie, c'est effectivement en live Facebook, c'est notre partenaire tunisien. C'était juste pour confirmer cette information. Parfait. Alors, je vais revenir éventuellement sur une question. Tout à l'heure, tu as cité en exemple, Philippe, notamment quand on a parlé de l'environnement optimal. Oui. Tu avais cette slide-là. Et oui. Lina a posé une question pour savoir comment peut-on avoir cet environnement? Voilà. Oui, merci à Lina de l'avoir posé. Alors effectivement, c'est une problématique compliquée pour les entreprises parce que évidemment, elles ont leurs forces, elles ont leurs faiblesses, les entreprises, et elles ont leurs limites dans la construction de ces environnements que l'on souhaite optimal. Mais en même temps, il faut tout faire, il faut qu'elles fassent tout pour essayer de comprendre quel est l'environnement. Parce qu'une fois qu'on comprend quel est l'environnement, on peut dire si nous sommes en capacité d'apporter des solutions pour nourrir cet environnement optimal ou non, et quelles en sont les limites. Alors, la question de Lina est par rapport aux collaborateurs. Comment avoir cet environnement optimal? Eh bien, il faut trouver, Lina, la meilleure adéquation, la meilleure, vraiment la meilleure, entre ce que nous sommes, management authentique de soi. Ce que nous sommes, c'est pas ce qu'on veut paraître. J'étais l'autre jour dans une conférence avant le confinement, évidemment, dans une conférence dans une université. La question, j'entendais les participants dans ce symposium dire aux étudiants vendez-vous. Et moi, j'ai dû intervenir après, mais avec le maximum de tact possible. Oui, bien sûr, il faut savoir se vendre, c'est pas faux, c'est pas faux. Mais avant, il faut être capable d'offrir ce que l'on est. Offrir ce que l'on est. Voilà, c'est ça le management authentique. Donc Lina, la solution, c'est ne pas se mentir à soi-même. Dire à son dirigeant, je suis mal dans ma peau si je suis mal dans ma peau. Je n'arrive pas à le faire si je n'arrive pas à le faire. Ne pas chercher à paraître, mais chercher à être. Et on s'aperçoit qu'en étant comme ça, eh bien, on débloque des clés qu'on n'aurait pas imaginées pour construire un environnement optimal autour de soi. Le processus n'est pas sélectif. Il est au contraire capable d'intégrer socialement et de construire de la pérennité de l'emploi. Donc, n'ayons pas peur pour trouver notre environnement optimal. Premièrement,
de tout faire pour bien se connaître soi-même en termes de comportement, de préférence comportementale, de motivation, système de valeurs, et en termes aussi bien sûr d'aptitude mentale, pour savoir de quelle flexibilité nous parlons en termes de besoins par rapport à l'atteinte d'un objectif. Et une fois que je sais ça, je vais voir de façon beaucoup plus nette quel est mon environnement optimal et je vais pouvoir en parler. Voilà. Mais franchement, pour prendre de l'élan, il faut avoir un starting block, Lina. Le starting block, c'est la connaissance de soi. C'est la connaissance de soi dans la situation donnée. Voilà, pour bien se connaître soi-même, pour voir pourquoi nous apprécions plus ou moins les choses et pourquoi nous avons telle et telle force ou plutôt telle et telle faiblesse. C'est la connaissance de soi qui est le starting block pour reprendre de l'élan. Merci Philippe. Alors, on a plusieurs questions et je vais donner la parole bientôt à Mahmoud qui aura lui-même, j'imagine, sélectionné certaines questions. Puisqu'en fait, tu t'adressais à Lina, bien écoute, elle a prolongé un petit peu sa question, donc on va lui répondre peut-être. Comment avoir ou protéger les relations professionnelles durant cette crise, nous demande-t-elle. Protéger les relations professionnelles, c'est ce que tu as dit, hein? C'est ça. Comment avoir ou protéger les relations professionnelles durant la crise du corona? Ah oui. C'est une vaste question que nous pose Lina, là. Comment protéger? Effectivement, la protection ne se fait pas d'elle-même, évidemment. Donc, il va falloir chercher des moyens de protection. Déjà, par la connaissance de soi et la connaissance d'autrui, les dirigeants vont être capables de nous protéger professionnellement. Voilà. Plus ils en connaîtront sur la situation de leurs collaborateurs, plus ils pourront commencer à prendre le pouls de leurs collaborateurs, le pouls de leurs équipes et protéger chacun dans sa fonction pour l'optimiser. Ce n'est pas d'une optimisation pour faire du développement personnel, ce n'est pas ça dont je parle. Je parle d'une optimisation de la personne dans sa fonction. Donc, je reviens sur ce que je disais, connaissance de la situation, prise du battement de pouls de son organisation, de ses équipes, de ses collaborateurs, de son ou sa collaborateur, sa collaboratrice, c'est collectif et individuel. Et une fois que j'ai tous ces battements de pouls, commencer à répondre en fonction de mes possibilités le plus rapidement possible et dans la douceur et la sérénité aux besoins des équipes et aux besoins de chacun. Mais évidemment, les fonctions, là, on l'a vu tout à l'heure, sont craquelées aussi. Il y a beaucoup de questions qui se posent et il faudra de toute façon continuer d'être résilient, on l'a compris, dans le monde entier encore un certain temps. Alors, les questions commencent à arriver. Je sais, Mahmoud, que tu es en train de les noter. Il y en a peut-être une qui a glissé, que l'on a eu un petit peu au départ, donc je voudrais revenir dessus. Et puis après, on va toutes les suivre ensemble. Tout à l'heure, tu as pris effectivement l'exemple de la voiture pour parler des aptitudes. Et en fait, alors, je n'ai pas son prénom, j'ai KVDS, voilà, c'est pour que la personne se reconnaisse. Et cette personne demandait justement à quoi tu le transposes. Quel est ce parallèle, en fait, que tu fais entre les aptitudes et la voiture? Très bien, très bien. Donc, en fait, la voiture, c'est du visible. Nous parlions tout à l'heure du visible et de l'invisible. La voiture, c'est du visible. La carrosserie, c'est du visible. Le moteur, c'est de l'invisible. Il faut soulever le capot. Il faut avoir l'autorisation de le soulever aussi pour pouvoir voir ce qu'il y a à l'intérieur, pour avoir les clés de la voiture. Donc, qui a les clés de soi? Soi-même. J'ai les clés qui me concernent. Donc, j'ouvre ou j'ouvre pas le capot. C'est-à-dire que si, par exemple, Virginie, si je ne te connais pas depuis longtemps, je peux savoir quelle est, pardonne-moi l'expression, la carrosserie de Virginie en termes de est-ce que Virginie aime le rouge, est-ce qu'elle aime le jaune, est-ce qu'elle aime le vert, est-ce qu'elle aime le bleu, est-ce qu'elle aime les jantes alliage, est-ce qu'elle aime la peinture métallisée. Tout ça, je peux le voir. Je peux le voir chez Virginie. Est-ce qu'elle marche vite, est-ce qu'elle marche lentement, est-ce qu'elle préfère avoir un rythme rapide ou lent, tout ça, c'est du visible. Le moteur, c'est de l'invisible, ça relève du système de valeurs. Si je ne fréquente pas Virginie, Mahmoud pendant longtemps, je ne peux pas connaître leur système de valeurs, leur centre d'intérêt. Et pour continuer l'image, donc je dirais que le moteur, ce sont les motivations, les carrosseries, ça correspond au comportement, et tous les circuits électroniques que tu conduis dans ta voiture, hein, avec ce moteur diesel ou essence, et c'est le comportement. Je peux avoir la même carrosserie que toi et ne pas avoir du tout les mêmes sensations de conduite de la vie, parce que simplement le moteur est différent, et vice-versa. Mais il y a aussi les circuits électroniques. Et les circuits électroniques, ça relève encore de l'invisible, ce sont
les appétences mentales, ce sont les circuits mentaux, notre schéma mental préféré en ce qui concerne la prise de décision. Et nous allons en parler tout à l'heure, donc j'aurai l'occasion d'approfondir encore cette question avec tout le monde tout à l'heure. Merci Philippe. Mahmoud, je vais te laisser la parole parce que tu as vu, nous avons de plus en plus de questions. Donc voilà, on sent un sujet qui captive. Alors, quelles sont les questions que tu as sélectionnées, peut-être synthétisées, Mahmoud? C'est effectivement ce que j'ai fait. J'ai essayé d'en synthétiser le maximum possible parce que là, je suis à plus d'une trentaine, voire à peu près 40 questions. Donc, du coup, effectivement, je les ai synthétisées majoritairement en 3 questions. Philippe, la première qui est aujourd'hui, quels sont les défis que doivent relever les DRH après le confinement lors éventuellement du retour au travail post cette période un peu délicate? Je vais les poser toutes les 3 si tu le permets parce qu'elles se regroupent et je pense que peut-être tu vas pouvoir essayer de répondre directement à l'ensemble. Si tu me permets, je note en même temps que tu dictes. Très bien. Donc, je reprends. Donc, le défi des DRH pendant et post le confinement. Et dans la même lignée, on nous pose les questions par rapport au comportement des managers. Est-ce que ils doivent changer éventuellement leur mode de gouvernance? Est-ce qu'ils doivent avoir une posture différente pour conduire les collaborateurs ou autres? Et donc la troisième, j'ai essayé de regrouper 3 ou 4 questions qui se sont posées, à savoir est-ce qu'aujourd'hui on a les moyens pour concrètement et se connaître soi-même, connaître nos différents partenaires, interlocuteurs, clients internes. Ça, c'est la première partie de la question. La suite de la question est, s'il y a perte de motivation, est-ce qu'on a le moyen de déterminer le fait qu'elle soit due éventuellement à un travail sur soi ou plutôt aux circonstances actuelles liées particulièrement à cette pandémie mondiale et au confinement. Donc voilà, j'ai essayé de regrouper la majorité des questions. Il y en a, toutes sont très intéressantes, mais ces 3 questions regroupent la majorité des questions qui ont été posées. Elles sont très intenses, Philippe, donc on va les prendre les unes après les autres. Et puis, ne t'inquiète pas, on va continuer de synthétiser et on va essayer de vous répondre à tous. Donc, on commence par la première, si vous voulez bien. Le défi des DRH pendant et post-confinement. Les DRH, les directions de ressources humaines, déjà en situation stable, sont toujours entre le marteau et l'enclume. C'est un métier extrêmement pressurisant parce que on peut parfois avoir la décision, mais il faut être sur tous les fronts et essayer de trouver l'équilibre par rapport à toutes les demandes. Donc déjà en situation stable, c'est un métier très intense et on peut vraiment féliciter tous ceux qui sont RRH et DRH et qui œuvrent avec pérennité dans les organisations et les entreprises. Maintenant, quel est le défi aujourd'hui? C'est ce qu'on est en train de dire ce soir. Enfin, ce soir ou ce matin pour d'autres, mais c'est ce qu'on est en train de dire. Le défi, c'est le plus rapidement possible prendre le pouls, prendre la température, savoir où en sont nos collaborateurs pour pouvoir le plus rapidement possible, avec le plus d'exactitude possible, pour pouvoir mettre en place un plan d'action. Ça, c'est maintenant, parce que c'est aujourd'hui que l'on construit demain. Et en situation de crise, chers amis qui avaient cette responsabilité, en situation de crise, ce qui ressort, c'est le naturel. C'est le naturel, ce n'est pas l'adapté. En adapté, quand en situation stable, je peux porter une armure, je peux me balader dans une entreprise avec mon armure et chercher à paraître tout le temps. C'est de l'adapté. Alors je le fais en stratégie de survie ou en stratégie de réussite, mais ça reste de l'adapté. L'adapté, ça ne dure pas. Par contre, quand une situation de crise arrive, le naturel ressort. Donc les DRH ont là une occasion extraordinaire de connaître le naturel de leurs collaborateurs, de réinventer la relation, évidemment, on va en parler pour les managers tout à l'heure, de faire preuve d'une empathie considérable. Parce que vos collaborateurs ne peuvent pas tout vous dire. Et il y a ceux qui vont oser vous dire, et puis il y a ceux qui ne peuvent pas tout vous dire.
Et parfois, ils vont se culpabiliser et s'auto-culpabiliser très profondément parce que tout simplement, ils n'ont pas osé dire. Donc, la responsabilité aujourd'hui de cet élément vital qu'est la direction des ressources humaines dans une entreprise, c'est véritablement d'aller chercher l'information, d'aller puiser dans l'être humain qui est un puits profond, le seau d'eau qui va pouvoir les abreuver. C'est ça qu'il faut faire. Il n'y a pas autre chose à faire aujourd'hui. Demain, on verra. Demain, on verra. Évidemment, le problème de demain, ce sera de repartir au travail et de repartir avec de la motivation. Quelles traces les dirigeants et l'entreprise auront laissé sur moi? Quelles traces positives ou moins positives auront-ils laissé sur moi pour que je sois motivé à mettre les bouchées doubles éventuellement, ou au moins à retravailler comme je travaillais avant, avec la même bonne disposition d'esprit. C'est une question de traçabilité aussi. C'est ça aussi la responsabilité des DRH. Pour ce qui est du comportement des managers, je viens d'en parler. Un mot-clé, empathie. Empathie et encore empathie. Empathie, ça ne veut pas dire faiblesse. Empathie, ça veut dire ressenti. Augmentez votre ressenti par rapport à vos collaborateurs. Essayez de mieux comprendre ce qu'ils ressentent. N'ayez pas de perception trop rapide. N'ayez pas d'a priori. Faites tomber les a priori. Faites tomber le niveau de jugement, s'il vous plaît. S'il vous plaît, faites tomber le niveau de jugement. Il sera toujours temps de reprendre des habitudes un peu plus directives plus tard, même si ce n'est pas forcément toujours la bonne solution. Mais nous avons besoin de directivité. Tout le monde a besoin de directivité. Sinon, on ne sait pas où aller. Mais on n'a pas besoin, pas du tout besoin d'autoritarisme. Il ne faut pas confondre. Et puis, les managers, et je suis sûr, enfin, j'entends les témoignages des collaborateurs aujourd'hui qui disent « mon manager a changé ». Mais c'est bien sûr, il a changé parce qu'il vit aussi, lui, le confinement et il vous comprend très bien, votre manager. Donc, n'hésitez pas à lui parler de ce que vous ressentez, de vos difficultés. C'est comme ça. C'est un nouveau management que l'on fait en visio, c'est un management à distance. Donc, moins il y a de possibilités de se sentir, de se percevoir physiquement, plus il est important de comprendre ce qui se passe en l'autre. Ressenti intérieur, ressenti extérieur. Enfin, les moyens de se connaître et de connaître autrui, c'est l'avant-dernière question, hein, si ma mémoire est bonne, c'est ça? C'était la dernière, mais je vais la compléter parce qu'il y en a une qui vient de tomber, mais qui est dans la lignée et que je pense va pouvoir y répondre, à savoir concrètement ce que tu proposes, c'est très bien, comment peut-on faire? Et donc, du coup, ça rejoint peut-être… Bien sûr. Alors, voilà, c'est marqué ici. Moi, je suis Inermetrix. Ce n'est pas marqué là. D'accord? Voilà. Ça veut dire que je sais très bien qu'il y a des outils formidables dans le monde entier et il y a des confrères à Inermetrix qui font aussi des choses formidables. Maintenant, quand vous avez trouvé un outil pertinent, voilà, ne restez pas sur l'outil. Parce que la solution que nous proposons dans notre réseau au niveau France-Afrique, c'est une solution figitale. Ce n'est pas une solution digitale. L'être humain ne peut pas se résumer au digital. Impossible. Impossible. Mais il en a besoin. Il en a besoin. Donc, figital, ça veut dire quoi? Une partie digitale et une partie physique. Donc, nous avons dans notre outil la possibilité de vous proposer de mieux vous connaître. Mais ce n'était pas l'objet de ce soir. Ce soir, nous avons une offre à faire aux entreprises qui, d'ici le 1er juin, souhaiteront en bénéficier. C'est notre contribution aux entreprises et aux collaborateurs. C'est là que nous voulons être dans l'atout vital, dans l'offre. Mais sachez que nous avons une panoplie d'outils intégrés qui permettent de mieux se connaître en naturel, en adapté, en appétence mentale, en système de valeurs. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous pour ce sujet-là, mais en aparté de ce soir. Merci beaucoup Philippe pour toutes ces réponses concrètes. Alors on va bientôt avancer. Simplement peut-être parce que on a une question qui est intéressante également puisqu'elle est du domaine de notre quotidien et qu'elle peut tous nous toucher, qui est de savoir comment ne pas tomber dans une routine lorsque l'on vit et on travaille au même endroit. Oui. Là encore, vaste question. Écoutez, j'ai envie de dire que dans un premier temps,
il faut savoir si soi-même, on n'est pas un peu routinier. Il faut le savoir, il faut arriver à le savoir. La routine, ce n'est pas péjoratif. Parce que s'il y avait des gens qui n'étaient pas routiniers, il n'y aurait pas de suivi. Il n'y aurait pas de suivi, il n'y aurait pas de méthode, d'accord? Il n'y aurait pas de pérennité, il n'y aurait pas de rejet des conflits. Tous les gens qui sont attachés à une certaine routine ont des qualités merveilleuses dans plein de domaines. Donc la routine en soi, il faut la contextualiser. Elle est parfois extrêmement efficace, la routine, l'aspect routinier. Maintenant, ne pas y tomber, si je m'ennuie, si j'ai l'impression d'être dans la routine, alors il faut que je me connaisse d'abord moi-même, parce qu'il se peut que, par exemple, dans mes appétences mentales, eh bien, j'ai peut-être un appétit mental pour l'innovation, et je ne suis donc pas fait pour un travail routinier, certainement. Voilà. Ou même mes comportements sont peut-être inscrits dans l'innovation, le rythme rapide, le changement. Voilà. Et mon système de valeurs peut-être aussi est-il appuyé et peut-être s'est-il bâti sur une préférence par rapport à l'innovation et au fait de produire du changement le plus souvent possible. Donc, la recette est la même. Connaître les attentes de mon environnement et voir si je suis en adéquation avec lui. C'est toujours la recherche de l'environnement optimal. Parfait, bien, je crois que ça satisfera également Lina, puisque elle-même faisait ce commentaire en disant « Je pense aussi qu'il faut une maîtrise de soi-même, avoir ou chercher des motivations pour pouvoir changer nos comportements. » Donc, je crois qu'on avance effectivement tous dans le même sens. Alors, puisqu'on parle d'avancer, justement, Philippe, je te propose peut-être de reprendre la main pour cette deuxième partie. Là encore, nous allons continuer avec Mahmoud de bien prendre en note vos différentes questions. Simplement, je vous demanderai peut-être, parce que quelquefois, les questions après coup peuvent être déconnectées. Donc, on en voit certaines apparaître en réaction immédiate à ce que vient de dire Philippe. Recontextualisez-les peut-être un tout petit peu pour que quand on va les poser tout à l'heure, voilà, on ait de la cohérence dans la formulation. Alors Philippe, justement, comment prendre le pouls de ces équipes rapidement et facilement? Je crois que c'est l'objet de cette partie et deuxième partie sur les 3 que comporte cette soirée. Oui, comment prendre le pouls rapidement et facilement, et puis je vais rajouter aussi avec pertinence, hein, parce que être médecin ou s'inventer médecin, on a besoin forcément d'outils pertinents. Donc lorsque nous faisons aux entreprises qui nous rejoindront, nous le demanderont d'ici le 1er juin, je vais rentrer dans le vif du sujet de cette offre. Nous allons vous proposer effectivement de prendre le pouls de vos collaborateurs, voilà. Vous allez pouvoir le prendre avec la garantie que vous n'avancez pas dans le brouillard, parce que pour vous livrer ce que nous vous livrons ce soir, on a 18 experts du réseau Inermetrix qui, pendant une vingtaine de jours, ont travaillé d'arrache-pied pour vous faire une offre à double volet, le battement de pouls de vos équipes d'une part, et d'autre part, un référentiel des aptitudes à développer ou à renforcer pour résister ou mieux vivre le télétravail ou le confinement. Donc, si vous me permettez, on va parler du premier volet. Je vais l'appeler le bilan de santé de vos équipes, le bilan de santé de votre organisation. Mais ce bilan de santé, nous l'avons customisé. Nous avons dans notre plateforme intégrée un outil qui s'appelle Organizational Health Checkup, c'est-à-dire bilan de santé de l'organisation. Mais nous avons travaillé pour le customiser et pour l'adapter, pour que vous puissiez prendre le battement de pouls dans la situation de télétravail et de confinement. Donc, à quoi va vous servir cet Organizational Health Checkup, ce bilan de santé? Eh bien, je vais vous le montrer. Je me permets de partager à nouveau mon écran. Voilà ce qu'il est important de faire tout de suite en termes de plan d'action. Nous allons vous offrir la possibilité de diagnostiquer par vous-même, sans notre intervention. Nous allons juste vous offrir de quoi le faire. Vous allez avoir la possibilité de diagnostiquer l'urgent et l'important chez l'ensemble de vos collaborateurs et aussi en tant que collaborateur ou collaboratrice individuellement. Et comment allons-nous le faire? Eh bien, je vous passe le slide suivant. Nous avons choisi, sur la base des études qui ont été faites par beaucoup d'experts actuellement,
sur la base de toutes les études que Jane Blick et son équipe dans le monde a menées depuis longtemps pour pouvoir mettre sous forme d'algorithmes aussi l'intelligence émotionnelle et les appétences mentales des collaborateurs, nous avons choisi de vous proposer de faire un sondage, un état des lieux, de prendre le pouls de vos équipes au travers de ces 10 rubriques appétences capitales pour que vos collaborateurs puissent s'exprimer librement. Je vous laisse découvrir un petit peu les petites explications que nous avons mises en dessous de chaque dimension qui pourrait être sondée chez vos collaborateurs. Évidemment, il y a la flexibilité. Nous en avons parlé tout à l'heure, c'est hyper important. Comment vos collaborateurs maintiennent-ils cette flexibilité aujourd'hui envers leur engagement? Y arrivent-ils? Ont-ils des difficultés à le faire? Et pourquoi? Mais vous voyez qu'il y a aussi l'atteinte des objectifs, l'organisation, donc des choses beaucoup plus proches du management classique. Nous avons quand même écarté dans cette customisation tout ce qui concernait le management traditionnel. Nous pourrons vous le présenter ultérieurement si vous le souhaitez, mais ce n'était pas le but là. Là, nous sommes en situation de crise qui va durer plus ou moins longtemps, avec peut-être une fermeture en sifflet. Donc, comment préparer demain en comprenant tout de suite quel est le battement de pouls de mes collaborateurs, et grâce à ce sondage 360 degrés, eh bien, vous allez pouvoir bâtir un état des lieux. Voilà. Avec cet état des lieux, vous saurez diagnostiquer où le bas blesse, où est-ce que vous devez agir rapidement, où est l'urgent et l'important. Je m'adresse là aux dirigeants. Et si vous n'êtes pas dirigeant, parlez-en à votre dirigeant, parce que c'est bien sûr au dirigeant de prendre la décision de s'impliquer dans ces investigations. Et s'il le fait, les collaborateurs aussi doivent s'impliquer, doivent comprendre que le but n'est pas sélectif, le but est valorisant. C'est véritablement une fusion des besoins qui doit s'opérer pour que tout le monde se sente un peu mieux aujourd'hui et donc contribue beaucoup plus à fabriquer demain. Je vous laisse découvrir encore une minute ou deux l'ensemble et nous tiendrons à votre disposition, bien entendu, le catalogue de l'OHC customisé pour la situation que vous vivez actuellement. Ne pas hésiter à poser des questions dans le chat, bien sûr. Oui, bien sûr. D'ailleurs, je n'avais pas posé une question concernant la documentation, mais tu viens d'y répondre indirectement. Je vais peut-être, s'il y a un questionnement, je vais peut-être laisser le slide affiché. Alors attention Philippe, par contre, on avait perdu l'image, en effet. Voilà. Est-ce qu'il y a peut-être un point ou deux sur lesquels tu souhaites attirer notre attention en particulier? Oui, j'ai parlé tout à l'heure de l'empathie, Virginie, qui est à gauche là, de l'écran, évidemment. À quel point vos collaborateurs ont-ils la capacité à se mettre à la place des autres pour travailler avec eux et ou les diriger? Évidemment. Mais à l'opposé, on a aussi la force mentale et l'énergie, à droite, en bas. À quel point vos collaborateurs sont-ils déterminés, quelles que soient les difficultés? Bien sûr, chaque dimension sondée va laisser la place à des sous-questions qui permettent à l'entreprise de vérifier dans le détail où le bas blesse et qu'est-ce qu'elle a besoin d'améliorer rapidement. Ensuite, on pourrait parler, bien entendu, de l'autosuffisance et de l'autogestion, parce que voilà, l'autosuffisance et l'autogestion sont des critères indispensables aujourd'hui, parce qu'il faut être créatif, il faut être capable d'avoir de la créativité, il faut être capable de faire preuve d'innovation, alors qu'on est confiné chez soi ou qu'on est en télétravail et qu'on a perdu ce lien incroyable qui nous permettait finalement de discuter et d'évacuer beaucoup de problèmes de façon très naturelle. Là, il faut se réinventer en termes de créativité, en termes d'innovation, que l'on va trouver bien sûr dans l'autosuffisance et dans l'autogestion. Quant à la communication interpersonnelle, Virginie, je dirais que avant d'avoir des compétences interpersonnelles, il faut avoir une très bonne communication interpersonnelle.
Et donc, autrement dit, aujourd'hui, tout est devenu ambigu. Le téléphone, c'est ambigu. Les mails, c'est ambigu. Combien de fois vous êtes-vous levé, quand je dis vous, je m'adresse à tout le monde, vous êtes-vous levé un matin, vous trouvez un mail qui fait mal au cœur, qui fait mal au cœur. C'est une espèce de coup de couteau, et rien qu'à sa lecture. Voilà. Et si ça se trouve, la personne en face ne voulait pas vous faire mal, ne voulait pas vous blesser. Elle avait sa propre façon de faire les choses. Connaissance de soi, connaissance d'autrui. Et combien de problèmes se sont réglés une fois que les personnes ont discuté entre elles physiquement. Assis-toi, allez, viens avec moi, on va éventuellement boire un jus de fruits, un verre d'eau, on va discuter avec franchise du problème, et puis les choses se règlent parce qu'on comprend quelles étaient les intentions de l'autre. Donc toute la communication est devenue tellement ambiguë qu'aller sonder comment vos collaborateurs vivent la communication aujourd'hui, c'est vital. C'est pas capital, c'est vital. Alors, on a plusieurs questions, Philippe, qui sont arrivées, je pense qu'ils peuvent être intéressantes. Peut-être déjà préciser, effectivement, on a vu sur le schéma qu'on vient de perdre à l'image, d'ailleurs, si peut-être tu peux revenir dessus. OHC, alors on voit qu'il y a un logo en haut, est-ce que tu peux peut-être déjà préciser à quoi correspond OHC? On avait une question très intéressante également de Gilles qui demande comment on identifie les appétences. C'est ça, très bien. Alors, Jenny Blick a mis dans les dernières années ce sondage au point, et comme vous le voyez, ça s'appelle en anglais Organizational Health Checkup. Si mon anglais n'est pas bon, sachez que ça veut dire bilan de santé d'une organisation. Voilà. C'est la possibilité de pratiquer le bilan de santé. Alors, c'est un lien qui est à envoyer aux collaborateurs, et ce lien peut être administré. Il le faut, pour un souci de pertinence opérationnelle. Il est administré pour 10 personnes, un manager et ses 9 collaborateurs, par exemple, ou alors 9 managers référents, enfin 10 managers référents, et on arrive comme ça à faire des diagnostics, à faire des états des lieux qui peuvent être opérationnels et très pertinents. Ça peut être aussi des projets, des missions. On regroupe une équipe, une équipe de 10 personnes, et on va sonder cette équipe. Voilà. Et une fois qu'on a les résultats, je le rappelle, c'est pour ça que je m'étais préparé à remettre ce slide-là, on peut diagnostiquer l'urgent et l'important. Alors, la deuxième partie de la question, c'était comment évaluer les appétences. Comment les identifier? Oui, tout à fait. C'est la question de Gilles. Voilà, c'est ça. Alors, vous avez la possibilité de contacter, évidemment, en France et dans les autres pays, l'expert inermétrique qui vous a invité, ou on vous passera tout à l'heure, on vous donnera les 2 adresses mail en Afrique et en France qui peuvent vous être utiles. Vous pourrez nous réinterroger à ce sujet, mais sachez que voilà, avec un lien que nous vous envoyons, avec 20 à 25 minutes de votre temps, voilà, sans être dérangé, vous allez remplir avec Inermetrix non pas un test, mais parce que le mot test induit une valeur de jugement. Non, pas un test, mais une déclaration de préférence, d'attitude et de motivation. Une déclaration de préférence, d'attitude et de motivation. Ce faisant, vous allez utiliser le procédé chez Inermetrix drag and drop, et vous allez prioriser toutes les préférences qui vous sont proposées. Dans l'immédiateté de la validation de la façon dont vous aurez nourri votre questionnaire et vous aurez priorisé, vous allez recevoir un rapport sur vos préférences, qui est le reflet de vos préférences, qui va vous expliquer finalement quelles sont vos appétences comportementales, quelles sont vos préférences en termes de système de valeurs et quelles sont aussi vos préférences, bien sûr, en termes de prise de décision, donc vos appétences mentales. Merci beaucoup. Alors, il y a une question très intéressante, en effet, qui va donner peut-être du relief également à ce schéma. C'est Sarah qui demande quel type de scoring conseillez-vous pour la réponse à toutes ces questions? Exemple, par exemple, si on devait noter de 1 à 5, ou le fameux accord, êtes-vous tout à fait d'accord ou pas tout à fait d'accord? Comment est-ce que tu pourrais nous recommander, enfin, qu'est-ce que tu nous recommanderais comme scoring, Philippe? C'est une question très technique, mais très intéressante, parce qu'elle a un impact psychologique énorme. Pour l'OHC, par exemple, nous scorons de 0 à 5. Nous scorons de 0 à 5. Après, pour ce qui est du comportemental, nous scorons de 0 à 100%. Nous faisons la même chose pour les systèmes de valeurs, de 0 à 100%.
et nous scorons de 0 à 10 pour les appétences mentales. Très bien. Alors, peut-être, là, on avait laissé figer un petit peu sur cette image, mais de manière plus générale, on va peut-être revenir à quelques autres questions. Donc, en effet, Mahmoud, peut-être nous pouvons rejoindre Philippe à l'écran pour voir un petit peu les autres questions. Alors, on a également Lina. Alors, Lina, elle est très active aujourd'hui pour toujours parler de ce OHC. Elle parle de stratégie. Devons-nous avoir une stratégie, créer, inventer? Alors, elle dit un PAC. Je suppose que c'est du plan d'action dont elle parle. Qu'est-ce que tu recommandes, Philippe? Mais d'abord, je recommande de faire l'état des lieux avant de parler de stratégie. Parce que si j'ai une stratégie, j'ai un a priori. Je ne dois pas avoir d'a priori. Si je veux faire baisser le niveau de jugement, je dois faire baisser l'apriorisme. Donc, pas de stratégie immédiatement. D'abord, un état des lieux. Est-ce qu'on a déjà vu un médecin avoir une idée préfabriquée, préconçue sur la maladie de son patient avant de l'avoir rencontré, de l'avoir diagnostiqué? Non, non. Il va prendre le pouls et il va d'abord chercher à comprendre quelle pourrait être la cause des troubles de ce patient. Eh bien, n'ayez pas de stratégie, faites cet état des lieux que nous vous offrons et déduisez. C'est très facile, déduisez où est l'urgent et l'important. Ensuite, effectivement, avec le référentiel télétravail que nous allons vous offrir aussi, eh bien, avec les aptitudes vitales pour vos collaborateurs, on va en parler juste après, eh bien, vous aurez la possibilité de commencer à bâtir une stratégie. Mais surtout, s'il vous plaît, voilà, un aveugle ne peut pas diriger un aveugle. C'est très compliqué. Voilà, Gérard confirme effectivement puisqu'il dit faire un diagnostic. Alors peut-être une question. Est-ce que Mahmoud, tu as noté d'autres questions en attendant, si j'en ai une de mon côté? Oui, en fait, c'est dans la lignée de ce qu'a dit Gérard, mais en fait, je les avais notés un peu plus haut. C'est effectivement, donc concrètement, Philippe, l'OHC, c'est un outil de diagnostic. Et après, par la suite, toi, quand tu parlais tout à l'heure de mesurer les attributs, donc les appétences mentales, là, c'est un autre système. Enfin, tout ça, c'est dans le même univers. Mais concrètement, c'est ça, parce qu'il y a des questions dans ce sens qui mériteraient éclaircissement. Oui, oui, oui. L'OHC que nous vous proposons est un levier qui va vous aider à faire un diagnostic. Voilà. L'OHC en lui-même est un état des lieux. Quelle est la différence entre un état... Vous savez, beaucoup de consultants font l'erreur de confondre, même parfois en terminologie, le mot état des lieux et le mot diagnostic. Un état des lieux, c'est un état des lieux pour lequel on ne fait pas de recommandation. On constate ce qui va, ce qui ne va pas, ce qui se fait, ce qui ne se fait pas. C'est un constat. Faites le constat et vous allez voir que la lecture de l'OHC est tellement simple que vous allez diagnostiquer vous-même l'urgent et l'important. Voilà. Pour ce qui est des appétences mentales, effectivement, Mahmoud, c'est lié, mais nous ne parlons pas de la même chose. Nous parlons là d'une évaluation individuelle ou collective des aptitudes mentales que chacun préfère avoir et pour lesquelles il devrait peut-être mettre en place, peut-être ou pas, mettre en place un plan de flexibilité, un plan d'action individuel pour mieux supporter la situation de téléconfinement et optimiser et être optimal dans sa fonction. Voilà. Et là, c'est une évaluation qui se fait à part de l'OHC. Et tu confirmes que ce que tu es en train de nous proposer depuis tout à l'heure, c'est des choses qui sont praticables, qu'on peut mettre en place, quelle que soit la taille de l'entreprise, quel que soit, entre guillemets, même le mindset de l'entreprise, parce que j'avais noté une petite phrase où on nous disait que le monde de l'entreprise n'était pas fait que de bisounours. Donc, du coup, est-ce que c'est valable, quel que soit le cas? Oui, c'est sûr, c'est pas fait que de bisounours, mais en réalité, il y a un principe qui fonctionne chez l'être humain, je peux vous garantir que depuis 25 ans, je le vérifie. D'ailleurs, Virginie, je crois qu'elle fait partie de la Ligue des optimistes de France, n'est-ce pas? Tout à fait. Je te salue dans ce sens, parce qu'il y a à chaque fois qu'un être humain fait un pas vers l'autre, qu'il prend l'initiative, il crée un écosystème qui fait que l'autre en face va avoir envie de lui démontrer une certaine reconnaissance. Voilà. Je dis souvent, c'est comme si j'étais dans le désert, que j'ai besoin d'eau. Voilà. C'est ma préférence, l'eau, parce que sinon je meurs, donc il me faut de l'eau. Voilà. Et puis, Mahmoud, tu arrives et tu me dis, Philippe, tiens, moi j'aime le coca,
enfin après la rupture du jeûne, bien sûr, j'aimes le coca et je vais te fournir du coca tout de suite, tu vas voir, ça va te faire du bien. Mais non, ouais, ça va me tuer, j'ai besoin d'eau. Voilà. Donc, effectivement, l'écosystème doit se mettre en place. Je ne dois pas me poser de questions sur bisounours, pas bisounours, parce que on sait bien qu'il y a beaucoup de gens qui involontairement peuvent même nuire dans l'entreprise à d'autres. Mais c'est involontaire. Ne partez pas du principe que c'est volontaire. La majorité des gens sont bienveillants. Il suffit simplement de comprendre ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas en ce moment pour qu'ils réagissent comme ceci ou comme cela? Et puis, si leur réaction ne me plaît pas, que doit-on faire? Eh bien, je dois apprendre à connaître son fonctionnement, mais d'abord, je dois connaître le mien pour voir si, au travers de mon fonctionnement, je ne suis pas en train de vriller, d'utiliser une perception erronée de ce qu'il dit, de ce qu'il fait, de ce qu'il pense. Et la perception, ça engendre le jugement. Et la roue tourne et on retombe systématiquement dans quelque chose qui n'est pas bon. Donc, restons optimistes. Ayons confiance en l'être humain, c'est un atout vital. Mais si je dis que l'être humain est un atout vital, comme disait Philippe Mounier, mais tu es un atout vital, il est un atout vital, elle est un atout vital. Nous sommes tous des atouts vitaux et faisons-nous confiance. Et essayons de bâtir ensemble. Et si nous sommes opposés, naturellement opposés, c'est possible. Ben, si j'ai une pièce mécanique qui ressemble à ça et une autre qui ressemble, on va dire, à ça, voilà, bien, je les emboîte. C'est plus de l'opposition, c'est de la complémentarité. Soyons complémentaires si nous sommes différents. Sachons nous enrichir de nos différences pour pouvoir mieux construire ensemble aujourd'hui et demain. Alors, il va falloir que nous avancions un petit peu puisqu'effectivement, nous avons une dernière partie. Peut-être très rapidement, je suppose, Mahmoud, que tu avais peut-être noté l'observation et la question de Angélique qui demande quand, alors je suppose qu'elle a voulu dire les détenteurs de la plateforme auront accès à ce nouveau modèle OHC inclus dans la plateforme ou prestations complémentaires. Là, je pense que c'est une question réseau peut-être pour toi. C'est ça, il y avait ça, c'est pour ça que je l'avais laissé un petit peu plus tard, mais Philippe pourra y répondre. Et du coup, dans la lignée, je voudrais quand même te poser deux questions très importantes, pratico-pratiques, que peut-être tu pourras dérouler avec ta troisième partie, mais qui, moi, je me devais de la poser, à savoir, par rapport aux tailles d'entreprise, l'OHC est-il valable? Ça veut dire, peut-on l'utiliser dans une organisation de type start-up? Donc, du coup, parce que je l'ai pas, tout à l'heure, j'ai dit petite entreprise, etc., mais j'ai oublié ce terme-là. Et effectivement, on a Gérard qui a une question très pratique ainsi que Gilles. Mais finalement, une fois tout ça identifié, donc l'urgent et l'important, comment enclencher le plan d'action? Donc, du coup, voilà, je te pose ces deux questions. Peut-être tu peux y répondre maintenant ou après avoir déroulé. Mais voilà. C'est égal, soyons interactifs. Non. Oui, alors la première question, c'est quand ce sera disponible. Bon, que ce soit une question réseau ou une question entreprise, ça revient au même. Parce que ce sera disponible à partir de lundi. À partir de lundi, tous les experts Inermetrix que vous connaissez disposeront sur leur plateforme de la possibilité de vous envoyer l'OHC pour que vous fassiez déjà l'expérimentation avec vos 10 premiers collaborateurs, vos 10 premiers managers ou qui vous voulez dans l'entreprise. Mais en tous les cas, vous allez pouvoir en disposer dès lundi. Il est prêt, mais il n'était pas encore diffusé à l'ensemble du réseau. Il va l'être pour lundi. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie de la question, Mahmoud, tu veux m'aider, s'il te plaît? Comme je disais, d'un point de vue pratico-pratique, une start-up ah oui, donc c'était celle-ci, start-up alors. D'accord, ok. J'espère que je ne t'ai pas mangé quelque chose dans la question là, non? Ça va? Non, du tout. Très bien. Donc, évidemment, au niveau des startups, oui, ça rejoint la question de tout à l'heure à laquelle je n'avais pas répondu sur petite ou moyenne entreprise, etc. Oui, bien sûr. Dès qu'il y a deux personnes qui travaillent ensemble, c'est pratique. C'est utilisable, c'est exploitable, et c'est exploitable à un point qu'on n'imagine pas. J'ose pas parler des couples, je parle de deux personnes qui travaillent ensemble. Alors peut-être je propose, Philippe, que nous continuions parce que nous avions la question de Gilles, effectivement, qui était liée, qu'a relevé Mahmoud tout à l'heure, sur la notion, une fois qu'on a distingué l'urgent, l'important, comment enclencher le plan d'action. Mais ça nous amène tout droit, effectivement, aussi vers cette dernière partie, puisque moi, j'ai envie de te demander comment identifier ce qui est à faire, justement, précisément pour soulager, aider, motiver
tel ou tel collaborateur. Et on te laisse du coup avec Mahmoud. On te retrouvera à la fin de cette troisième partie à nouveau pour les questions que vous pouvez bien sûr dérouler au fur et à mesure de la présentation de Philippe. Philippe, à toi. Oui, j'arrive. J'ai un petit problème technique que j'essaye de résoudre. Je vous prie de m'en excuser, c'est pas très long, mais apparemment, il y a eu un petit bug. Tu as reconnu mon impatience. Oui, je connais ton impatience, mais je sais aussi, tu connais aussi ma réticence à utiliser ici en même temps plusieurs choses. J'entends. Voilà, donc maintenant je partage. Je t'en félicite, tu te débrouilles bien jusqu'à présent. Merci. Mais je ne suis pas prêt d'oublier cet exercice que tu m'imposes. Voilà, le temps de vous partager le PowerPoint. Et nous sommes repartis dans le train de nos discussions. Donc la réponse, Virginie, c'est celle-là. Je cherchais ce slide pour répondre à ta question. C'est-à-dire, il faut identifier les causes récurrentes des difficultés liées à la situation. Collectivement, pourquoi 5 allumettes sur 6 se sont éteintes? Et pourquoi la 6e reste allumée? Je n'ai pas de réponse en regardant cette photographie, bien entendu. Je peux critiquer, je peux dire, mais alors voilà, ça ne va pas, comment se fait-il? Regardez un tel comme il est bon, lui, il reste allumé, et les 5 là, ils ne sont pas allumés, ils sont éteints. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait qu'il faut comprendre pourquoi ils s'éteignent, pourquoi ils se sont éteints. Et c'est le seul moyen de les rallumer, y compris, pour répondre à ta question, individuellement, pas seulement collectivement. Alors, que proposons-nous pour que la réponse à cette question soit pratique? Nous proposons un référentiel, c'est le deuxième volet de notre offre. Le deuxième. Nous proposons un référentiel des 10 appétences mentales du télétravail et ou confinement. Ce référentiel a pris en compte les travaux de Robert S. Hartman sur l'axiologie, et grâce aux travaux de Jenny Blick chez Inermetrix, on a la possibilité effectivement d'évaluer les préférences. Je dis bien les préférences, ce n'est pas les compétences, hein, ne confondons pas. Une aptitude est d'abord une préférence, elle se révélera une compétence si elle est contextualisée. Mais ne confondons pas les deux, ce n'est pas la même chose. Nous parlons d'aptitude, de capacité, d'envie, de préférence mentale. Notre cerveau gère 3 choses, Virginie. Il gère les analyses, il gère les comparaisons et il gère les émotions. Bien, je ne te demande pas la réponse, Virginie, mais toi, à quoi donnes-tu la priorité quand tu as une décision à prendre? Eh bien, Inermetrix est capable effectivement de savoir à quoi tu donnes la priorité. Je crois que tu as, d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, rempli cette déclaration de préférence d'attitude et de motivation. Et donc, tu sais de quoi je parle, puisque tu as toi-même priorisé tes préférences et tu as pu voir le résultat. Donc, effectivement, si notre cerveau gère les 3, à quoi donne-t-il la priorité? Si le lundi matin, à l'époque où il n'y avait pas le confinement, si le lundi matin, vous aviez un collaborateur qui arrivait, un ami ou un collaborateur, et à qui vous demandiez, tiens, comment vas-tu? Ça va? Et qui vous dit, ben, ouais, ça va, super, parce que ce week-end, j'ai pu voir la famille, les amis, ben, c'est quelqu'un qui a tendance à donner la priorité aux personnes. Et donc, il a certainement une empathie très élevée et il est certainement dans le domaine de l'émotion. Il n'est pas que ça, il y donne la priorité. Ce n'est pas du tout la même chose. On ne fige pas les gens, on ne les enferme pas dans des cases. On regarde comme dans une boussole, quelle est leur orientation préférentielle. Qu'est-ce qu'ils préfèrent? Et avec ce qu'ils préfèrent, essayons de comprendre ce qu'ils peuvent faire, ce sur quoi ils sont naturellement habiles à agir. Donc cet équilibre n'a pas besoin d'être tout le temps au même niveau, ça dépend de ce que nous avons à faire. Dans certains cas, mes préférences mentales à moi, super, elles collent avec la situation. Dans d'autres cas, il vaut mieux que ce soit quelqu'un d'autre qui fasse ce travail à ma place, parce que son schéma mental est beaucoup mieux adapté pour le faire. Pas de quotient intellectuel. Non, jamais. On parle
d'aptitude, de préférence mentale, d'amour pour telle ou telle chose pour pouvoir mentalement prendre une décision. Évidemment, l'impact sur le management est énorme. Alors, qu'offrons-nous dans ce domaine, outre ce croquis? Eh bien, on vous offre un référentiel sur mesure des aptitudes à développer ou à renforcer en télétravail et ou en confinement. On va mesurer le degré naturel de flexibilité, d'adaptabilité, d'autonomie, mais aussi les capacités en termes d'organisation, de gestion. Et puis ce référentiel permet d'accompagner le télétravailleur dans l'anticipation de ses besoins. Et vous savez, le plus important, ce n'est pas ce qu'on va pouvoir faire grâce à ça, c'est de prendre conscience de ce qu'on peut faire grâce à ça. Parce que notre modèle est un modèle opérationnel en 4 étapes qui démarre par la conscientisation. Je conscientise, alors j'ai le starting block pour prendre de l'élan. Ensuite, je travaille sur mon intra-flexibilité, puis sur mon inter-flexibilité avec autrui. Et enfin, grâce à tout cela, moi et l'autre, nous pouvons prendre en compte une situation. Ce référentiel, le voici. C'est un exemple que je vous donne, mais avec ici les 10 catégories analysées. Vous avez un exemple à droite d'évaluation et vous avez les 10 catégories analysées que les équipes d'Inermetrix ont extrait de façon à pouvoir cerner évidemment quelles seraient les aptitudes à mettre en évidence, à travailler, à développer ou à renforcer quand on est en situation de télétravail ou de confinement. On retrouve une cohérence avec l'OHC. Évidemment, nous avons voulu être cohérents, c'est-à-dire que le premier volet de notre offre, de ce qu'on vous offre, de ce qu'on met à votre disposition, c'est un état des lieux. Le deuxième volet, c'est la capacité de pouvoir mettre en place un plan d'action en sachant comment venir en aide, comment soutenir dès maintenant ces collaborateurs qui ont tant besoin de management authentique, d'empathie, de compréhension, mais aussi de renforcement de la motivation. Voilà. Et donc, ce référentiel sera mis à votre disposition aussi à partir de lundi. À partir de lundi. Comment est-il exprimé en déclinaison? Par exemple, ici, vous avez une sous-catégorie qu'on appelle l'empathie et on va aller chercher les moyennes. Je rappelle, Virginie, c'est très important qu'il ne s'agit pas là de compétences. Inermetrix ne mesure pas des compétences, ou alors il faut les qualifier de transversales. Ce sont des aptitudes, ce sont des habilités à agir naturellement par préférence mentale. Voilà. Voici ce que nous vous offrirons donc à partir de lundi aussi. Très bien, Philippe. Peut-être nous allons passer… Est-ce que cette troisième partie est totalement vue pour toi? Et dans ce cas-là, je propose que peut-être nous passions à nouveau à une session de questions puisqu'il est 18h50 et que nous allons bientôt arriver au bout du temps que nous étions impartis. Compte tenu peut-être des questions, on verra. Mahmoud, y a-t-il une ou deux questions que tu aurais notées? Oui, effectivement. Concrètement, depuis tout à l'heure, Philippe a dit on vous offre. Concrètement, ça veut dire quoi? C'était pas concret, on vous offre. C'est on vous offre. C'est-à-dire, voilà, jusqu'au 1er juin, toutes les entreprises, tous les dirigeants, s'il vous plaît, parce qu'on voudrait vraiment que les dirigeants soient impliqués dans cette démarche, d'accord, pour qu'ils puissent eux-mêmes participer à l'état des lieux avec leurs équipes. Donc, tous les dirigeants qui nous feront une demande d'intérêt pour faire une première expérience avec l'OHC et avoir bénéficié du référentiel, eh bien, pourront nous contacter. Il y a deux adresses. Je vous les cite. contact@inermetrix, -afrique.com ou france.com. Voilà, deux adresses contact@inermetrix, France ou Afrique.com. Voilà. Maintenant, il y a aussi, bien entendu, cette offre peut passer par les personnes qui vous ont invité, si elles sont certifiées Inermetrix, si elles disposent de leur plateforme, et puis elle peut passer aussi par des gens qui vous ont invité et qui souhaitaient absolument que vous soyez associés à notre premier événement aujourd'hui.
Donc, bienvenue. N'hésitez pas à faire part de votre demande d'intérêt sur ces deux adresses-là. Et puis surtout, n'hésitez pas à nous poser des questions si vous avez quelques questions supplémentaires avant d'accepter notre offre. C'est une offre, Mahmoud, c'est-à-dire c'est un cadeau. Très bien, si tu me permets, Virginie. Donc, je suppose que les adresses vont être affichées parce qu'il y a des questions qui sont liées aux adresses, donc du coup, ça va être affiché. Donc, et donc, du coup, pour finir, moi, de mon côté, en tout cas, donc, on propose un OHC, donc bilan de santé de l'entreprise, diagnostic par la suite, en parallèle un assessment, enfin, concrètement, donc qui mesure les différentes compétences transversales. Si je reprends. Alors, si tu me permets, Mahmoud, pour être très juste, nous offrons l'OHC. Nous offrons aussi un référentiel des aptitudes sur lesquelles il va falloir s'arrêter et que chaque dirigeant aura la possibilité de comparer à l'état des lieux qu'il a fait avec son OHC pour voir finalement où le bas blesse, où est-ce qu'il est important et urgent pour lui d'agir pour le bien de ses collaborateurs, pour que l'ensemble de l'entreprise ne vacille pas pendant cette crise et que aujourd'hui il puisse travailler déjà à construire demain. Bon. Et puis ensuite, bien, chaque entreprise pourra décider. Si elle veut aller plus loin, ben, nous serons à sa disposition, mais ce n'est pas le but puisque déjà l'offre que nous abordons ce soir est une offre qui se suffit à elle-même. Elle se suffit à elle-même. Et par contre, il faut que je dise à nos auditeurs et aux participants et aux spectateurs quelque chose d'important. Tout le réseau Inermetrix France-Afrique et monde est un réseau qui travaille sur le transfert de compétences. Nous travaillons sur le transfert de compétences. Notre solution n'est pas que digitale, elle est figitale, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. C'est-à-dire de l'humain d'abord et un outil merveilleux et extrêmement pertinent et redoutable d'efficacité avec une série d'outils intégrés à l'intérieur. Voilà, avec une offre à tiroir possible. Mais c'est du figital. Nous travaillons d'abord avec l'humain. Autrement dit, pour nous, si nous devons aller plus loin avec des entreprises intéressées, avec des dirigeants intéressés, voilà, c'est du transfert de compétences pour que vous puissiez être autonome le plus vite possible. Alors, il y a tout un process de transfert de compétences. Rapprochez-vous de ceux qui vous ont invité ou interrogez-nous sur contact@france inermetrix-france.com ou afrique.com et puis nous vous répondrons très rapidement. Mais nous sommes avant tout sur l'humain, sur l'autonomie, sur la capacité à pouvoir s'auto-gérer. Alors Philippe, merci beaucoup puisque tu nous présentes l'outil, notamment dans notre contexte de confinement. On a une question très intéressante de Béatrice qui demande si ce OHC est pertinent lorsqu'on n'est pas en confinement et si on n'est finalement pas en télétravail. Le contexte dans lequel on a posé effectivement il y a une très légère coupure de ton son et je n'aurais pas voulu rater un mot important. Tu peux reposer s'il te plaît la question? Oui. Je vais reposer la question de Béatrice qui demande si cet OHC est pertinent si on n'est pas en confinement et si on fait peu de télétravail, puisque c'est le contexte qu'on a posé au départ pour la présentation. Voilà, donc là, on sort un petit peu justement de ce contexte. Ben, ce qui fait du bien ne fait pas de mal, Béatrice. Ce qui fait du bien ne fait pas de mal. Donc, bien sûr, il reste pertinent. Il l'est encore plus parce qu'il a été customisé, il a été personnalisé pour cette situation-là. Mais mesurer son autosuffisance et son autogestion, mesurer ta satisfaction dans ce domaine-là actuellement peut servir aussi demain. Et puis, puisqu'il a été personnalisé, eh bien, pas de doute que nous avons toute une série d'autres OHC qui sont déjà standards et qui correspondent à des situations stables. Donc, on en reparle quand vous le souhaitez, Béatrice. Mahmoud, as-tu noté, j'ai noté une dernière question de Zana, mais peut-être l'avais-tu enregistrée de ton côté ou souhaites-tu revenir sur un point particulier? Ben, écoute, pas spécialement. Effectivement, je te laisse le soin de reprendre la question. Alors, ça sera probablement une de nos dernières questions puisque notre webinaire touche à sa fin. Donc, Zana demande effectivement, pensez-vous que les licenciements seront inévitables si le bilan de santé, dont on a parlé tout à l'heure, de l'entreprise est défaillant? Alors, très très bonne question. Si l'OHC devait servir à l'exclusion, on ne vous l'offrirait pas. C'est clair. L'OHC, bien sûr, ne peut pas servir à l'exclusion
Parce que les dirigeants ne sont pas en train de se dire, bon, ben, on va profiter de cette situation pour licencier un tel ou un tel. Les dirigeants sont en train de se dire, l'atout vital est en face de moi, comment je peux l'aider à demeurer un atout vital et même peut-être à optimiser ce qu'il représente en termes de trésor RH. Vous êtes un trésor RH. Vous êtes unique et vous êtes un trésor RH. Et si vous permettez à votre dirigeant de mieux vous connaître et si vous restez dans le management authentique, vous allez y gagner tous les deux. Et bien sûr, il y aura certainement des licenciements. Mais s'il y a des licenciements, c'est à cause de la crise en général. Ce sera au niveau économique en général. Ce ne sera pas ciblé. D'autant plus que l'OHC ne peut être rempli aussi de façon anonyme. L'essentiel, c'est que le dirigeant sache globalement quel est le battement de pouls de ses équipes. Est-ce qu'elles ont besoin de lui plus que d'habitude ou est-ce que ça va? Tu étais en muet, Virginie. Oui, j'ai eu un problème de micro, tout à fait. J'étais en train de le remettre. Merci Marmout, tu as été plus rapide que moi. Voilà, on a une question également d'Amira qui demande si ce bilan était testé préalablement et comment ça s'est fait sur un plan empirique. Oui, toutes les paramètres de l'OHC ont fait l'objet d'études de validité depuis de nombreuses années aux États-Unis et ailleurs. Et effectivement, je crois que c'est plus de 500 entreprises qui ont travaillé avec Inermetrix à l'élaboration de l'OHC et à l'élaboration de tout ce que fait Inermetrix avec son outil intégré. Donc voilà, de toute façon, j'ai toujours la même réponse quand on me pose la question. Essayez, vérifiez, dites-nous si c'est pertinent ou pas. Nous, on vous l'offre. Essayez, vérifiez, et nous avons besoin de votre avis. Nous n'avons pas peur d'avoir votre avis pertinent sur la question. Donc, n'hésitez pas. Merci Philippe. Mahmoud, si tu m'autorises, je pense qu'on va passer peut-être au dernier sondage qui va nous amener à la clôture de ce webinaire. Alors bien sûr, je tiens Philippe aussi parce que tu ne vois pas tout puisque tu es très concentré. Sache voilà, que tu as de nombreux compliments également sur la richesse de cet échange des personnes qui ont dû malheureusement nous quitter, mais vraiment tenais à te remercier. Merci Alors beaucoup. en effet, en début de session, nous vous avons posé 2 questions. Eh bien, il nous en reste 2 à vous poser. Une, bien notamment pour savoir justement et pour répondre un petit peu à ces commentaires, si vous avez apprécié ce webinaire. Alors voilà, la question vient d'apparaître à l'écran. Avez-vous apprécié cette heure et demie que nous venons de passer ensemble? Beaucoup, moyennement, pas du tout. Nous vous laissons répondre et partager avec nous ce moment, puisque vous le savez, vous êtes du monde entier avec nous, le Mexique, les États-Unis, la Tunisie, le Maroc, voilà, la Guyane française, la France, bien sûr, plein de régions en France. Voilà, alors globalement, j'espère que… Sénégal, Mali. Voilà, merci de compléter. Sénégal, Mali, effectivement, il y a de nombreux pays. Voilà, donc je pense que vous avez pu en effet répondre à cette question. Voilà, nous recevons des remerciements chaleureux. Merci beaucoup aussi à vous. Alors, en effet, on n'a pas un public. Le retour qu'on a, c'est par le chat. On a ce bonheur. Eh bien, écoute, Philippe, je vais te laisser commenter ces résultats qui, je suppose, te satisfont, puisque 84% ont beaucoup aimé, 16% peut-être un peu moyennement. En tout cas, il se trouve qu'a priori, personne ne l'a pas été du tout. Alors, que peux-tu nous dire, Philippe, de ce commentaire? Je remercie tous ceux qui se sont prononcés, même s'il y avait eu des pas du tout, je les aurais remerciés de se prononcer de toute façon, parce que, je l'ai dit depuis le début, on a besoin de vérité, on n'a pas besoin de faire semblant. Voilà. Et dans une situation de crise comme celle que nous vivons, encore plus de vérité, encore plus de compréhension, de discussion, d'échanges francs. Être franc, sincère, ne veut pas dire être désagréable. Voilà. Et donc, nous passons notre vie, pour ma part, depuis 25 ans d'exercice avec les outils psychométriques, je passe ma vie à aider les gens à comprendre que tout est complémentaire, qu'il faut savoir nous enrichir des différences et qu'un avis, Virginie, même pas bon, même négatif, eh bien, est un signe d'intérêt. Les gens sont venus, ont écouté,
donnent leur avis sur un sondage qui est presque à la toute terminaison. Merci beaucoup à eux. Merci à ceux qui ont apprécié, moyennement ou beaucoup. Et vous nous encouragez à continuer ce qu'on avait prévu, c'est-à-dire à faire un prochain webinaire d'ici pratiquement 15 jours, qui va permettre de continuer, d'aller certainement encore plus loin dans les possibilités avec Inermetrix. Alors, on va savoir dans quelques instants, Philippe, si effectivement beaucoup de nos participants et invités souhaitent bénéficier de ces outils que vraiment, et on t'en remercie, tu proposes aujourd'hui, enfin que vous proposez à Inermetrix. Alors moi, j'aurais aussi une question. Je vois que Mahmoud a envoyé effectivement la question. Désolé. Ça, c'est pas grave, Mahmoud, nous allons le savoir tout de suite, puisque voilà, la question c'est de savoir si vous désirez en effet réaliser le bilan de santé qui vous a été proposé aujourd'hui et recevoir le référentiel des aptitudes à développer ou à renforcer également. Voilà, donc on vous laisse quelques minutes pour répondre, puisque moi aussi, Philippe, je vais avoir une question, figure-toi. Je me la suis réservée pour la fin. Je t'en prie, vas-y. Tu m'avais dit que tu en avais une pour la fin, mais voilà. Exactement. Eh bien, elle va arriver. Le temps peut-être simplement à tous nos internautes de répondre à cette question. C'est le moment. On va vous donner tout de suite à la fin les liens qui vous permettront bien sûr de pouvoir accéder à ces deux outils qui vous sont aujourd'hui vraiment, vraiment gentiment et généreusement proposés en cette période difficile. Voilà, je pense que le oui-non a dû être, voilà, 84%. Bien, écoute, tu vois, Philippe, tu vas être heureux de voir que l'offre que tu proposes aujourd'hui, vraiment ce cadeau, est accueilli avec bras grands ouverts, on va dire. Merci d'accueillir ce cadeau, merci d'accueillir cette offre, parce que il faut aussi beaucoup de sincérité, de confiance pour accepter ce qu'on nous offre, quelle qu'en soit la valeur. Parfait. Je crois qu'on peut enlever effectivement l'affichage, Mahmoud, de ce résultat très, très satisfaisant. Alors, en effet, ma question que j'avais peut-être moi, Philippe, maintenant, c'est pour aller plus loin. Alors, on va peut-être enlever l'affichage de ce sondage. C'est déjà fait, sauf s'il y a un bug. Non, moi je l'ai toujours. C'est pas grave. Moi, je suis ravie de voir un chiffre aussi. Tu peux, Virginie, tu peux cliquer. Hein. Normalement, il devrait s'en aller de chez toi. Alors, j'ai perdu ma souris, mais peu importe, ça n'a pas d'importance. D'accord. Voilà, ça, c'est quand on fait plusieurs choses en même temps, évidemment. Entre les fiches, le chat, voilà, on vous surveille surtout. Donc, effectivement, cette question que j'avais, Philippe, je suis dirigeante. J'ai entendu effectivement tout ce que tu nous as dit. Comme 84% des gens qui viennent de nous répondre, je souhaite profiter de ce bilan de santé pour mon entreprise. Il est important de comprendre mes urgences, d'avoir ce référentiel. Mais si j'ai besoin, malgré tout, une fois que j'ai découvert un petit peu tous ces résultats, d'être accompagnée. Comment est-ce que ça se passe selon la région dans laquelle je me trouve? À qui dois-je m'adresser? Est-ce que c'est à toi? Comment ça se passe? Non, ce n'est pas à moi. Comme je viens de le dire tout à l'heure, vous avez 2 adresses mail. Hein, donc, ça peut commencer par là, contact@inermetrix-france.com ou contact@inermetrix-afrique.com. À partir de ces 2 adresses, vous serez bien sûr suivi par un expert Inermetrix de votre région, voilà, ou de votre pays. Ou de votre ville, bien entendu. Il y en a toujours un qui sera là, évidemment, pour répondre à vos questions, à vos besoins. Si la question c'est est-ce que nous serons après capables de vous accompagner, évidemment, mais voilà, il faut savoir que tout a aussi une valeur en termes, je dirais, de transpiration humaine. Là, nous avons voulu vous aider. Nous avons fourni un effort avec 18 experts pendant une vingtaine de jours pour vous créer ces 2 référentiels finalement, c'est pour vous offrir ces 2 volets. Profitez déjà de cela et ensuite rapprochez-vous, si vous le souhaitez, des personnes qui vous ont invité ou écrivez-nous sur les 2 adresses communiquées. Très bien, merci beaucoup. Parce qu'effectivement, je tiens quand même à préciser, peut-être tu pourrais aller même au-delà, ces outils que tu nous as offerts auront une réelle valeur. On est bien d'accord que voilà, tu les offres sans qu'il y ait aucun engagement par ailleurs. En revanche, en temps normal, j'ai envie de dire, ce sont des outils. À quelle valeur pourrait-on les estimer? Je sais que ma question n'est pas simple parce qu'elle dépend d'un certain nombre de critères, mais globalement que l'on se rend compte de la préciosité de ce que tu nous permets d'accéder aujourd'hui.
Non, j'apprécie vraiment que tu poses la question, franchement, hein. Ben, bon, en termes de valeur, je le répète, c'est 18 experts pendant une vingtaine de jours. Combien ça vaut, 18 experts pendant une vingtaine de jours en termes de jours hommes? Ça, c'est ma première réaction. Ma deuxième réaction, elle est un peu plus réaliste. Et alors, je ne fais pas de démagogie et pas de langue de bois, hein, je vais y venir. Voilà. Et donc, j'y viens maintenant déjà en disant, voilà, ça dépend un peu des régions et des pays. On va dire que l'OHC, par exemple, c'est entre 500 et 1500 euros suivant les pays, les régions, etc. Voilà, hein. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, Virginie, notre objectif, c'est pas ça. Notre objectif, c'est de devoir transférer une compétence. Donc cette offre, elle donne déjà la possibilité à une entreprise et à des dirigeants, sans nous, d'être autonomes. Et ça nous suffit amplement. On sera très heureux d'accueillir évidemment de nouveaux clients qui nous diront plus tard, eh bien, écoutez, voilà, on est là. Mais voilà, profitez de cette offre. Et puis, pour ce qui est de la valeur des choses, avec la qualité que je connais de l'offre qui a été construite, j'ai qu'une chose à te demander. À combien toi, en tant qu'entrepreneuse, tu estimes le mieux de tes collaborateurs? Alors, il me sera forcément très difficile de répondre aussi à cette question, non pas que je m'échappe, mais j'entends du coup dans cette question que tu me retournes la difficulté à pouvoir l'évaluer. En tout cas, c'est une valeur réelle et ça, nous t'en remercions vraiment. Alors, ce webinaire touche à sa fin. J'avais annoncé 19h, on a un tout petit peu débordé, mais parce qu'on a eu vraiment une richesse d'échanges et on tient à vous remercier vraiment beaucoup de toutes ces questions que vous avez posées. Je sais aussi que j'ai vu plusieurs personnes qui me font des coucous, qui m'ont dit avoir vu mon chat. En effet, il est là, il nous tient compagnie. Il a lui aussi dû trouver très intéressant nos échanges. Alors peut-être pour en arriver à la conclusion, Mahmoud, je vais me tourner vers toi, si on peut dire. Et puis te poser cette question, qu'est-ce que ces échanges t'ont inspiré? Alors j'ai envie de dire ce soir, mais ce matin pour ceux qui sont à l'autre bout de la planète avec nous. À cette heure-ci, ça m'a donné avant tout faim. Ça, c'est la première des choses. Non, mais c'est blague à part, effectivement, très intéressant. Je voulais déjà en profiter aussi pour remercier l'ensemble des personnes qui nous ont suivis depuis le début jusqu'à maintenant. Aussi, autour de table, les consultants qui se sont investis. J'en faisais un peu partie, mais surtout l'ensemble on va dire la partie invisible de l'iceberg. Plusieurs personnes qui ont investi de leur temps pour pouvoir sortir ces customisations donc, et pouvoir les offrir à l'ensemble des personnes qui seraient intéressées. Donc, je voudrais plutôt finir avec ça. Et aussi souligner que j'avais noté un petit mot désolé, j'ai pas noté le nom, mais une personne qui regrettait que la troisième partie était trop courte, qui la trouvait très intéressante et qui se posait la question s'il y avait un après. Ça veut dire est-ce qu'il y aurait une autre série, enfin un autre webinaire, une autre thématique ou autre. Hein, voilà. Mais en tout cas, je vous remercie toutes, tous et surtout Virginie et Philippe. Et moi, je vous dis de mon côté à très bientôt. Très bien. Alors, ne nous quitte pas tout de suite, Mahmoud, et merci à toi. J'ai beaucoup apprécié également ce duo que nous avons eu tous les deux. C'était un véritable plaisir. Philippe, avant que tu dises un mot de conclusion, si tu voulais que nous retenions une chose de ce webinaire, quelle serait-elle? Je t'en pose des questions ce soir. Non, mais voilà, je prends le temps de réflexion. Une chose, soyez unis par l'esprit dans vos entreprises actuellement plus que jamais et vous saurez créer aujourd'hui et demain de l'unité d'action. L'unité d'esprit engendre l'unité d'action. L'inverse est faux. Ça ne dure pas et ça s'indivise très facilement. Mais là, il faut vraiment comprendre que l'unité d'esprit peut créer l'unité d'action. Et grâce à un état des lieux, prendre le pouls de ses collaborateurs, c'est la capacité que va avoir le dirigeant à créer une véritable unité d'esprit. Et ça n'a pas de prix. Et si tu me permets, je voudrais une citation qui est chère à mon cœur depuis 25 ans, c'est celle de Marc Aurèle, empereur romain du IIe siècle. Alors, je ne suis pas un adepte de Marc Aurèle, c'est pas ce que je veux dire, mais cette citation-là, en tant que dirigeant, elle valait son pesant d'or. Il disait que l'être humain accompli devait avoir trois choses. La première, avoir la volonté de changer ce qu'il peut changer. La volonté.
La deuxième, avoir la sérénité d'accepter ce qui ne peut pas changer. Rien n'est parfait. Rien n'est parfait. On essaye de progresser, on essaye de faire bien, on essaye de faire mieux, mais ne recherchons pas la perfection à tout prix. On va déprimer. Et puis ensuite, avoir la sagesse de faire la différence entre les deux, entre cette volonté et cette sérénité. Eh bien, merci beaucoup, Philippe. Alors, un immense merci à vous deux, à toi, Philippe, de manière générale, à vous tous. J'ai envie de dire all over the world, puisque vous êtes un petit peu de partout aujourd'hui. Et puis, comme toi, Philippe, j'aime aussi beaucoup les citations. J'ai démarré la session tout à l'heure avec une. J'ai planté un arbre tout à l'heure. Eh bien, cette fois-ci, et c'est sur ces mots de Gandhi, en fait, que nous allons vous laisser. Et puis, peut-être, nous vous retrouverons ultérieurement par les liens que tu as communiqués notamment. Cette citation, c'est « Le plus grand voyageur n'est pas celui qui a fait 10 fois le tour du monde, mais celui qui a fait une seule fois le tour de lui-même. » Merci beaucoup et je vous souhaite une très belle Merci à toi. Et si je peux juste te dire, cette citation-là est merveilleuse et elle se transpose sur l'entreprise elle-même. Faire le tour de soi. Merci beaucoup Virginie. Merci Mahmoud. Merci à tous ceux qui ont travaillé. S'il te plaît. Oui, je t'en prie. Il y a des gens qui posent la question par rapport aux adresses mail, étant donné qu'ils ne se sont pas affichés, et qui posent la question si c'est tiré du 6 ou tiré du 8. Est-ce que voilà, c'est tiré du 6? Si tu veux bien, est-ce que c'est possible de leur envoyer? Je ne sais pas. Enfin, voilà. Alors, peut-être simplement, à ce moment-là, on peut laisser encore à l'image quelques instants. As-tu ces liens, je crois, Philippe? Non, justement, si je propose de les écrire, c'est parce que j'ai un slide qui est passé à la trappe et je m'en excuse. Donc, je répète, contact, @Inermetrix, I2NERMETRIX, -du6, France ou Afrique.com, suivant votre géolocalisation. Merci à tous les partenaires du réseau Inermetrix qui ont travaillé avec nous aussi, d'arrache-pied pour que ce webinaire puisse exister. Merci à eux d'avoir invité aussi tous les participants qui étaient là avec nous aujourd'hui. Et Virginie, merci beaucoup, c'était un réel plaisir de travailler avec toi. Mahmoud, merci pour ta régie excellente. Voilà, j'oublie certainement plein de monde. Hein. Je fais un bonjour très amical et très sincère à tous ceux qui sont aussi à l'étranger. N'hésitez pas à revenir vers nous. Virginie, je te laisse la dernière phrase. Très bien, écoute, merci beaucoup. Je n'ai plus de citation forcément, j'avais celle de Gandhi qui effectivement, je vais peut-être la rappeler parce que si les internautes sont comme moi et qu'ils aiment bien les noter, eh bien effectivement, je vais la redire, c'est le plus grand voyageur. N'est pas celui qui a fait 10 fois le tour du monde, mais celui qui a fait une seule fois le tour de lui-même. Merci et au revoir.